Livre très intéressant que cet ouvrage de Kotaro Suzuki et Jacques Vauclair, de quelques mythes en psychologie, enfants loups, singes parlants et jumeaux fantômes, paru aux éditions du Seuil il y a très peu de temps, en 2016. Et je voudrais rebondir sur cet ouvrage qui est très inspirant, qui est un ouvrage de critique, effectivement, de la psychologie. À ma connaissance, on ne s'attaque pas à l'astrologie, et par ailleurs, on n'aborde pas la question des mystifications concernant les femmes. Alors, que l'astrologie soit ignorée par cet ouvrage est assez significatif de sa marginalité. Au XVIe, XVIIe siècle, on ne se privait pas d'attaquer l'astrologie. Au XXIe siècle, on préfère l'ignorer, du moins sous sa forme actuelle. Quand je parle de sa forme actuelle, je ne parle pas de ce que j'ai élaboré sous le nom de baromètre astrologique. Ce qui est le plus intéressant, c'est quand même ce qui n'est pas dit, ou plutôt ce qui est dit sur les animaux. Il y a eu beaucoup de tentatives pour dresser les animaux, pour les humaniser. Et alors ça va des enfants élevés par les loups à des singes ou un cheval qui calcule et un singe qui parle. Et ça pose beaucoup, et aussi beaucoup de recherches dans ce domaine-là sur Watson, sur le behaviorisme de Watson et l'influence notamment de l'éducation, du dressage, etc. etc. Et d'une manière générale, on s'aperçoit que on ne peut pas faire bouger beaucoup les choses. C'est ça qui ressort de cet ouvrage. Et que ceux qui ont prétendu pouvoir faire évoluer les choses ont souvent été des mystificateurs. Alors le cas des femmes n'est pas abordé, alors que pourtant il est au cœur de la problématique de notre époque. Savoir qu'est-ce qu'on peut faire des femmes, qu'est-ce que vont devenir les femmes, comme dirait Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe. C'est la question du devenir, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut changer et comment changer la situation des femmes. Et les exemples qui sont donnés nous montrent que dans bien des cas, les changements qu'on a cru pouvoir apporter étaient assez illusoires. On connaît tous la théorie selon laquelle on peut apprendre à parler à tel et tel animal. Et on s'aperçoit que dans bien des cas, l'animal ne parle pas, mais qu'il se laisse impressionner par le comportement de l'auditoire qu'il induit dans ses réponses. Donc, c'est comme je disais, n'est-ce pas, ces animaux qui sont devenus célèbres parce qu'ils calculent, le cheval qui calcule et le singe qui parle. Il y a aussi le cas du petit Albert qu'on a cherché à conditionner, ou des enfants élevés par les loups. Où est-ce que je veux en venir en disant tout cela? Eh bien, je veux en venir au fait que toutes les affirmations, c'est assez amusant d'ailleurs, parce que les femmes se divisent entre deux catégories. Enfin, les discours féministes se divisent en deux catégories. Soit ça consiste à dire que demain, ça sera mieux, soit ça consiste à survaloriser ce qui est déjà là. On a expliqué que les femmes occupent déjà des postes très importants, etc. Ou alors qu'on n'a pas fait le nécessaire pour que, etc.
Ce sont deux stratégies qui correspondent à des tempéraments différents, je dirais. Mais moi qui suis, quand même depuis plus d'un demi-siècle, tout le discours féministe, je suis obligé de dire qu'il promet beaucoup et il ne donne pas grand-chose. Et le problème, c'est que dans cet ouvrage, Suzuki et Vauclair nous montrent le poids des idéologies, le poids des préjugés sur ces questions, et le fait que les gens essaient de prouver par tous les moyens ce qui leur touche, ce qui les tient à cœur. Donc, la question, en fin de compte, est de savoir si les charlatans sont ceux qui disent que les femmes ne seront jamais à la hauteur des hommes, ou si les charlatans, ce sont ceux qui disent que les femmes seront ou sont déjà à la hauteur des hommes. Donc là aussi, chacun son... Mais le problème, c'est qu'au niveau de la recherche scientifique, il semble que on est un peu comme avec Galilée, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'il n'y a rien à chercher dans ce domaine-là, et que toute recherche dans ce domaine-là serait malveillante, et donc dans ce cas, il ne faut pas chercher. Alors c'est une façon de procéder, il ne faut pas chercher, et il ne faut pas non plus vérifier si les affirmations des uns et des autres sont acceptables. Parce que c'est la même chose, on est dans l'infalsifiable. C'est-à-dire qu'on affirme des choses, mais on ne les remet pas en question. Donc finalement, on s'aperçoit dans cet ouvrage, qui est très critique, que curieusement, ce qui aurait dû être l'essentiel de l'ouvrage en fait, puisque finalement c'est comme ça le grand problème, il n'y a pas un mot sur les théories féministes par exemple. Il n'y a pas un mot sur le fait que les femmes sont capables d'être les égaux des hommes. Et alors que dans d'autres domaines, on s'aperçoit qu'il y a des mystifications, qu'il y a des fausses apparences, qu'il y a des coïncidences qui ne veulent rien dire, et qu'il y a aussi beaucoup de chercheurs qui font preuve de beaucoup de complaisance à l'égard de leurs propres travaux. Donc finalement, voilà ce que je voulais vous dire, chers amis, c'est que cet ouvrage comporte une lacune majeure consistant dans le domaine, puisqu'on parle des mythes en psychologie, concernant le mythe de l'égalité masculin-féminin. Et puis, il y a des passages sur Freud qui sont également très intéressants. Et sur l'inconscient, sur l'image de l'iceberg, etc. Et qui nous interpellent, puisque moi-même je travaille beaucoup sur la notion de surconscience et de subconscience. Et je rappelle encore une fois que ce que je dis à ce sujet n'a rien à voir avec ce que dit Freud. Pour Freud, ce qui passe au niveau du subconscient, c'est ce qui est insupportable au niveau de la conscience, en quelque sorte. Alors que pour moi, Jacques Heilbronn, la subconscience, c'est tous les mécanismes qui fonctionnent en nous-mêmes et qui nous aident à réaliser un certain nombre de performances à l'échelle, bien entendu, collective et non pas individuelle. Enfin, je veux dire, bien évidemment, en tant qu'individu appartenant à un certain groupe, je participe à ce processus. Mais ce n'est pas quelque chose de totalement individuel. Donc finalement, Watson, pour terminer sur Watson, qui est bien connu, n'est-ce pas, qui est célèbre pour ses travaux sur ce qu'on appelle le behaviorisme, je retiendrai quand même de chez Watson une idée intéressante, il me semble, à savoir que ce qu'il faut étudier, c'est ce qui est visible. Hein. Et ce qui est visible, c'est ce qui est collectif, c'est ce qui fait masse. La personnalité individuelle, on n'est pas dans le visible. L'astrologue, avec son client, il est dans l'invisible. Parce que finalement, son client, on ne sait pas, il n'est pas connu, généralement, à moins que ce soit un homme célèbre. Mais en général, il n'est pas connu, on ne sait pas ce qu'il est, on ne sait pas ce qu'il a fait, donc on est dans le domaine de l'invisible. Alors quand moi j'aimerais, c'est une raison pour laquelle je ne suis pas astrologue, que je n'ai jamais été à ce sens-là, parce que moi, travailler sur de l'invisible, ça ne m'intéresse pas.
dépendre du bon vouloir du client et de ce qu'il veut bien se souvenir et de ce qu'il veut bien dire, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir recouper mes informations. C'est pour ça que je suis historien de l'astrologie et non pas praticien de l'astrologie, parce que l'historien, lui, il a des documents, il peut aller chercher dans les bibliothèques un certain nombre de données, il n'est pas à la merci de ce que peut produire un client sur sa propre vie, etc. Je trouve ça totalement dérisoire en ce qui me concerne. Voilà. Donc, et bien évidemment, ces affirmations des astrologues sur leur réussite et leurs résultats relèvent évidemment tout à fait de la mystification psychologique. Et ça n'a pas été abordé, comme je disais, au début de mon intervention.